Merci à tous d'être présents aujourd'hui. J'espère que vous m'entendez. Je vais réajuster un petit peu l'auteur du micro. Voilà, donc nous sommes absolument heureux aujourd'hui de vous accueillir dans le cadre de la table ronde In Vivo In Situ, en présence de nos amis scientifiques, ici chercheurs, que je vais présenter au fur et à mesure. D'abord, je voulais vous dire que nous sommes très contents d'organiser cette table ronde avec Marie Ménestrier, qui est directrice de l'abbaye de Maubuisson, que je remercie, puisqu'elle est co-commissaire donc ensemble de cette exposition Sentience, écouter le parfum de la couleur. En fait, cette table ronde est née d'une expérience commune que nous avons eue l'année dernière. Alors, il s'agit en fait de reproduire et de partager avec vous une rencontre, une expérience de rencontre que nous avons eue tous ensemble l'année dernière, au moment même où nous étions en train de préparer ensemble avec Marie l'exposition Sentience, écouter le parfum de la couleur. Donc c'est un petit peu en guise de, on va dire, de making of que nous allons vous livrer cette table ronde. Alors, je pense que vous êtes un peu comme moi. Des fois, on se pose la question, mais nous sommes connus comment ? Depuis quand nous nous connaissons ? Parce que, en fait, depuis ce matin, nous n'arrêtons pas de discuter ensemble, d'échanger ensemble. Et on a vraiment l'impression, en tout cas pour ma part, j'ai toujours eu l'impression en discutant avec vous que je vous connaissais depuis longtemps. Et en fait, je remontais un peu le fil de conversation, le fil de nos échanges, surtout hier. Et je me disais, mais quand est-ce que est arrivé le moment de nos rencontres ? Et je me suis souvenue de la conversation que j'ai eue avec Julie Christine Fortier, qui est ici présente en train de prendre des photos au fond, qui est une artiste formidable, que nous voulions absolument inviter avec Marie dans le cadre de notre exposition, parce qu'elle travaille autour du parfum, mais de façon synesthésique, c'est-à-dire de façon multisensorielle sur l'interaction des sens. Et en discutant avec Julie, parce qu'on voulait qu'elle nous crée une nouvelle pièce, que vous allez pouvoir voir d'ailleurs dans l'exposition, on parlait, je ne sais pas si tu te souviens Julie, des recettes de teinture végétale. Et moi, je parlais du Japon, du cas du Japon. Tu parlais aussi du cas ici en Europe. Et en parlant justement de l'abbaye cistercienne qui se situe au XIIIe siècle, en fait, par rapport à la construction, qu'à cette époque-là, médiévale, il existait déjà des recettes, mais que le monde ne connaissait pas encore la science comme aujourd'hui. Et du coup, comment on crée des choses aussi pointues, aussi beaux, mais sans la connaissance de la science. Et on s'est aperçu aussi qu'il y avait une vision très très différente du monde d'aujourd'hui, où nous sommes plus analytiques et peut-être un peu plus microscopiques, où il n'y avait pas donc à cette époque-là de laboratoire. On comptait certainement plus sur notre intuition pour saisir aussi la part invisible du monde. Et donc, dans cette discussion-là, on s'est dit, mais dans une vision comme celle-ci, il n'y avait peut-être pas la classification comme aujourd'hui entre les arts, déjà, les arts entre eux, mais pas non plus entre l'art et la science, comme il n'existait pas de frontières avérées comme aujourd'hui, de classification encyclopédique entre l'art d'un côté et la médecine de l'autre. Et à la fin de la conversation, Julie me dit « Il faut absolument que tu rencontres quelqu'un. Tu sais, je travaille avec un chercheur, un chimiste, sur le monde de l'olfaction. C'est Olivier David. Et Olivier David pourra certainement te mettre en contact avec le musée François Tilquin, que représente aujourd'hui Sylvie Michel. Et du coup, c'est ainsi
qu'un beau matin d'automne 2023, Marie Ménestrier, Daniel Péchaud, parfumeur, et moi-même, tous les trois, nous avons poussé la porte de ce musée François Tilquin que nous connaissions absolument pas. Voilà, je tiens un peu en suspense, mais il y aura une présentation, bien sûr, par la suite de ce musée magnifique. Et c'est là où nous avons rencontré Nicolas Baldovini, ici présent, et Mylène Pardoen. Et je ne vous en dis pas plus, nous allons visionner justement, nous allons partager l'expérience inattendue qui nous attendait à ce moment-là au musée Tilquin. Nous pouvons envoyer la vidéo. Je vais laisser maintenant Nicolas Baldovini nous présenter ce que nous venons de voir. Mais avant, peut-être que je me permets de te présenter en quelques mots, même si je sais que voilà, chaque intervenant va va vraiment se présenter. En tout cas, en quelques mots, donc Nicolas, tu es expert chercheur à l'Institut de chimie de Nice et donc spécialiste de la synthèse de produits donc en chimie des substances odorantes. Et tu as collaboré, enfin donc tu collabores avec le monde de la parfumerie. Et j'ai su aussi que tu avais fait ton post-doc au Japon, à l'université de Tokyo, enfin d'où aussi tes connaissances autour de l'art de l'encens japonais, le kodo. Je ne sais pas si j'ai oublié d'autres choses, mais je te laisse peut-être la parole maintenant pour te présenter. Très bien, merci déjà pour commencer, merci Soumiko, merci Marie pour cette invitation. Ça me fait très plaisir d'être ici dans ce lieu magique que je connaissais pas, c'est vraiment magnifique. Et j'ai toujours eu un intérêt aussi pour l'art. Et quelque part, ce que je voudrais vous montrer, c'est que on a peut-être des langues un peu différentes quand on est dans l'art ou quand on est dans la science, mais malgré tout, on est aussi guidé par les mêmes types d'émotions. Et finalement, on a le même goût de l'esthétique. Et avec la science, on a une certaine vision des choses qui entretient ce goût de l'esthétique. Et c'est ce que je voudrais vous montrer avec la présentation que j'ai préparée ici. Je vous donne alors vous pouvez changer. Donc voilà, la première diapo que je vous avais fait, ici c'est le tableau d'un grand peintre que j'aime beaucoup, c'est Sir Alma Tadema, pour illustrer finalement le thème de la rose. Parce que finalement, la rose, pour moi, c'est peut-être un des exemples les plus fédérateurs entre le monde de l'art et le monde de la science, dans la mesure où, comme vous le savez, je surprends personne en disant que la rose, ça a été une source d'inspiration vraiment magique pour beaucoup d'artistes. Et non seulement les peintres, comme l'œuvre que vous voyez ici, mais également la poésie. On ne présente plus Ronsard et son fameux poème, en joaillerie, dans d'autres activités aussi, en confiserie, et puis évidemment en parfumerie, ça c'est évident. Et c'est un peu sur ce thème-là que je vais appuyer mon propos, parce que quelque part, je suis chimiste, je m'intéresse beaucoup à tout ce qui a trait au sens de l'olfaction. Et avec la rose, avec toutes les préparations, toutes les formulations qui ont été faites autour du thème de la rose, il y a beaucoup de choses à dire en parfumerie. Et
diapo suivante, on peut aussi voir la rose comme un objet d'étude pour les scientifiques. Et c'est là où vous allez voir que finalement l'art et la science peuvent se rejoindre, parce que vous pouvez vous amuser à faire de la botanique, faire de la biologie, de la génétique. On peut examiner la rose sous cet angle. Et c'est d'ailleurs grâce au travail de tous les scientifiques, et notamment les généticiens, qu'on a pu faire un peu des avancées pour avoir des variétés de roses un peu exotiques, avec des couleurs et des parfums très différents de ce qu'on connaissait au tout début. Et finalement, en examinant ça d'un point de vue scientifique, on est forcé de s'émerveiller encore un peu plus, parce qu'on va encore un peu plus dans le détail. Et en tant que chimiste, moi personnellement, je m'intéresse plus particulièrement à la partie odorante et aux molécules, aux substances odorantes qui sont générées par la rose. Alors par la rose et par plein d'autres matières premières. Je vais surtout parler d'une autre matière première dans la suite de ma présentation. Et les chimistes ont la chance d'avoir une vision microscopique, moléculaire de ces phénomènes, qui est inévitablement liée à des critères esthétiques. On est forcé de voir ça aussi comme quelque chose de très beau. Et quand on apprend le langage de la chimie, c'est un peu comme quand vous apprenez une langue étrangère. Vous apprenez finalement à décrypter les structures moléculaires et à voir dans certaines une grande beauté dans leur complexité. Et quand on s'intéresse aux molécules odorantes qui sont générées par le parfum d'une matière première, que ce soit la rose ou une autre, on s'aperçoit en fait que c'est un monde très complexe, parce que vous avez un gros souci avec l'analyse des matières premières odorantes, c'est que très souvent l'odeur de ces matières premières, elle est due à des composés qui sont en toute petite quantité, dans des mélanges très complexes. Et ça, c'est dû à notre système olfactif qui est vraiment très particulier, parce qu'il est à la fois très sensible et très sélectif. Il est très sensible parce qu'on est capable de détecter des molécules à des teneurs infimes, infinitésimales, alors que d'autres molécules vont être quasiment transparentes. Alors le meilleur exemple, c'est l'eau, par exemple. Quand l'eau est pure, elle est totalement inodore. D'accord ? Mais l'exemple extrême que j'ai présenté ici à gauche sur la diapo que vous voyez là, c'est la molécule qui est responsable de l'odeur du vin bouchonné, le trichloranisole. Donc on a son seuil de détection qui est la concentration minimale à laquelle on peut la détecter. Ça ne parle pas vraiment à la plupart des gens quand on donne des concentrations comme ça, mais pour vous donner une idée, c'est en gros la concentration que vous atteignez quand vous avez dilué une goutte dans le volume de 10 piscines olympiques. Donc c'est vraiment des quantités infinitésimales, et on arrive quand même à l'apercevoir avec notre nez, parce qu'on a un système de détection qui est très très sensible pour certaines molécules. Alors c'est ce qui rend les choses un peu complexes quand on veut analyser les odorants dans des mélanges. Je vais parler d'une autre matière première qui nous a pas mal occupé ce matin avec la cérémonie du Kodo, qui était vraiment merveilleuse. Et la transition avec la rose peut être facile à faire, parce que finalement dans les parfums du Moyen-Orient, on a souvent une autre matière première qui est associée à la rose, c'est le bois de oud, l'agar-oud. Et c'est une matière première qui est assez connue en Asie et au Moyen-Orient, mais assez peu en Europe, injustement à mon avis, parce qu'il y a beaucoup de choses assez fascinantes qui tournent autour de cette matière première. Donc qu'est-ce que c'est le oud ? Le oud, c'est un bois précieux en fait que vous pouvez observer chez certaines espèces d'arbres qui poussent plutôt en Asie du Sud-Est. C'est en fait le résultat d'une infection par un champignon qui transforme le bois sain, qui est plutôt blanc et léger, en un bois sombre et résineux, qui devient très odorant dès lors qu'on le fait brûler. Les bois très infectés sont très denses, ils coulent dans l'eau, c'est pour ça qu'on parle des sinking grades, c'est les bois les plus précieux, c'est en fait des bois très lourds, qui sont plus denses que l'eau. Et on peut préparer à partir du bois, on peut le brûler tel quel, c'est comme ça qu'il est utilisé en Asie, au Moyen-Orient, et on peut aussi préparer de l'huile essentielle à partir de ce bois en faisant de la distillation. Et c'est généralement sous forme d'huile essentielle qu'il est utilisé dans les formulations de parfumerie moyen-orientale, et puis depuis peu aussi en Europe. Alors, quand on s'intéresse à la nature des odorants qui contribuent à l'odeur du bois brûlé, là, on est face à un phénomène un peu complexe de pyrolyse dû à la chaleur, qui complique un peu la tâche des chimistes, parce que c'est pas forcément évident d'arriver à identifier les molécules qui sont responsables de l'odeur de quelque chose qui est pyrolysé.
Mais ceci dit, on peut y arriver en faisant suffisamment d'efforts. Alors, je ne vais pas vous ennuyer avec des aspects techniques, mais si vous voulez, on pourra y revenir dans la discussion. Typiquement, on simule la combustion du bois par l'utilisation de résistance chauffante dans des expériences dites de thermodésorption. Et après, on analyse le résultat. Et alors, ça fait pas mal de temps, plusieurs années, que je travaille sur cette matière première qui continue à me donner beaucoup de fil à retordre parce qu'elle est vraiment extrêmement intéressante. Et en fait, bon, j'ai essayé de mimer l'expérience du Codo pour essayer d'avoir la bonne température et les bonnes conditions pour avoir la génération des molécules responsables de l'odeur typique du bois brûlé. Et c'est une technique qui est assez ancienne. On peut arriver à obtenir des résultats relativement aisément avec les différents échantillons qu'on peut avoir du oud, mais la grande difficulté avec le oud, c'est finalement l'accès à la matière première. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est quelque chose qui est extrêmement rare et cher, et si on veut avoir des échantillons de bonne qualité, finalement, il faut vraiment trouver les bons fournisseurs, il faut vraiment avoir une bonne idée de l'origine exacte de ces bois. Et alors j'ai eu la chance, grâce finalement à Olivier à nouveau, d'avoir les portes du musée Tilquin qui m'ont été ouvertes, et grâce aussi à Sylvie du coup qui m'a permis d'ouvrir quelques tiroirs de ce musée. Alors le musée Tilquin, Sylvie vous en donnera une description un peu plus avancée, mais on a la chance d'avoir quelques échantillons de oud dedans, parce qu'en fait ce qui s'est passé, c'est comme c'est des collections qui ont été constituées par les Français à l'époque où ils avaient encore l'Indochine. On a des échantillons de bois qui viennent de cette région avec finalement un travail de pharmacien qui a été fait pour essayer d'inventorier de manière un peu rigoureuse tous ces échantillons. Et voilà quelques exemples de flacons qu'on peut trouver dans le musée. Alors vous voyez, les pièces sont vraiment imposantes en termes de quantité, parce que maintenant on a du mal à avoir des quantités telles d'un bois aussi précieux. Et l'expérience que vous avez vue sur la vidéo que vous avez vue en introduction, elle a été faite en fait à partir d'un échantillon de bois qui a été collecté par Guy Bourg, qui est daté d'à peu près 200 ans et qui reste encore odorant même après tout ce temps, parce que le bois a cette propriété de garder quand même les composés odorants bien à l'intérieur. Et l'expérience que vous avez vue, elle a été faite en fait dans un laboratoire du groupe de Mylène Pardoen, le groupe acoustique à Lyon, où on s'est amusé à essayer d'écouter l'encens, parce qu'en japonais, quand on fait la cérémonie de l'encens, en fait, le terme consacré, c'est on écoute l'encens. Et du coup, on a fait cette expérience dans une salle sourde. C'est vraiment un endroit impressionnant, parce que quelque part, c'est pas très courant, et quand vous rentrez à l'intérieur, vous avez l'impression que votre voix s'étouffe quand vous parlez. Il n'y a aucun bruit, parce que tous les bruits sont étouffés, il n'y a pas de réverbération. Et ça, c'est dû au fait que les parois sont tapissées comme ça avec de la mousse. Et on a du coup disposé des micros tout près du morceau d'encens qui brûlait, pour essayer d'écouter l'encens au sens cartésien du terme cette fois. Alors peut-être que maintenant qu'on a dit ça, est-ce que ça serait possible de remettre la vidéo une deuxième fois, mais cette fois-ci, je vais vous demander à tous de faire le moins de bruit possible. On va essayer d'éliminer le plus possible les bruits parasites, parce que le son est quand même malgré tout très ténu, même si on a pris la peine de faire les enregistrements avec des micros de précision.
Voilà, donc c'est pour terminer, vous voyez avec ces systèmes de micro de précision, on arrive à capter des sons qui sont généralement inaudibles, et c'est un peu à la manière des chimistes qui essayent de voir l'infiniment petit. Et en tant que scientifique, on est quand même aussi ému par le côté un peu esthétique de ces expériences, un peu comme des naturalistes qui s'émerveillent de voir la complexité des choses. Voilà, je vous remercie de votre attention. C'est merveilleux. Et puis la deuxième fois, on écoute mieux, non ? Vous pouvez percevoir, je pense, la conversation joyeuse que nous avons eue la première fois quand on s'est rencontrés au musée Tilquin. Donc ça allait très très loin. Et en même temps, avec toutes ces discussions que nous avons eues, nous avons revu aussi un peu tout ce qui se retrouve autour de nous un peu différemment. Et j'espère que c'est aussi le cas au fur et à mesure de ces présentations. En tout cas, juste pour préciser, donc le travail que tu as fait, Nicolas, avec Mylène Pardoen, qui est ingénieure de recherche au CNRS, qui est archéologue du patrimoine sonore. Donc je trouve très intéressant aussi cette association de travail son. Et tu parlais tout à l'heure en disant mais on voit bien avec le nez, donc j'ai bien aimé aussi cette expression quelque part synesthésique. Et en tout cas, Mylène, je sais qu'elle travaille en ce moment en tant qu'expert scientifique pour la restauration de Notre-Dame, donc au niveau acoustique et musique. Donc j'espère que vous en aurez d'autres aussi de collaborations aussi merveilleuses. Et maintenant, donc, je vais passer la parole à Sylvie Michel, qui est responsable de Musée Tilquin. Donc, en tout cas, avec Sylvie, c'était une vraie découverte, ce musée qu'on ne connaissait pas, qui est rattaché à la faculté de la médecine. Et pour cause, elle n'est pas ouverte au public. Il faut vraiment contacter le musée pour pouvoir accéder à toute cette merveilleuse collection. Et vous allez pouvoir voir dans l'exposition une pièce, on va dire un cabinet de curiosité que nous avons constitué avec Marie, beaucoup en discussion et en dialogue avec Sylvie, pour tenter justement de donner une vision, comme si on ouvrait l'armoire d'apothicaire et qu'on retrouvait à la fois à l'intérieur des ingrédients pour faire la peinture, la teinture, la parfumerie, mais aussi tous en ayant des effets thérapeutiques. Donc vous irez voir dans l'exposition tout à l'heure. Et en tout cas, Sylvie, vous êtes professeure émérite en pharmacognosie. Et je pensais que c'était parce que je suis japonaise que je ne connaissais pas ce mot. Je pense que vous n'avez peut-être pas entendu parler non plus. Donc c'est l'occasion pour que vous puissiez nous expliquer aussi en quoi consiste votre métier et la présentation du musée. Merci, merci beaucoup. Je tiens aussi à remercier Marie, Sumiko et Emmanuel qui s'est beaucoup occupé de nous aussi pour cette invitation. Et donc j'ai essayé de répondre à la demande de Sumiko de présenter, de dire en fait comment j'en suis arrivée là et comment en partant de ce que j'ai fait, j'arrive au musée et à l'abbaye. Donc sur la diapo suivante, ça va être juste mon parcours, ça va être très résumé, mais donc moi j'ai fait des études de pharmacie, une thèse de sciences et ensuite j'ai évolué sur un poste d'enseignant-chercheur universitaire. Donc voilà ma formation. Alors je vais détailler un tout petit peu plus dans les diapos suivantes. Donc déjà les études de pharmacie. Alors, donc c'est des études qui durent 6 ans. Et qui comprennent 3 filières, donc l'officine, donc qui est donc la pharmacie que tout le monde connaît, mais une partie biologie aussi, biologie médicale, qui peut être à l'hôpital ou qui peut être en privé, et une partie industrie. Moi-même, j'ai fait de l'industrie. Alors on voit que c'est une fac qui est ancienne, elle date de 1882.
avec un jardin botanique, puisqu'on va s'intéresser beaucoup aux plantes en particulier. Et là, on a une vue du jardin botanique. On a la chance d'avoir 3000 mètres carrés de jardin. C'est pas énorme, beaucoup moins que le parc ici, mais situé au centre de Paris. Donc, ça sert aussi donc, pour la formation des étudiants. Et puis, on a un riche patrimoine. Donc, on voit ici des pots à pharmacie et des tableaux, puisque à l'occasion, à chaque fois qu'il y avait des transformations dans cette faculté, il y avait des œuvres de commande qui étaient faites. Et là, on voit donc des tableaux de Gromer qui représentent l'alchimie et la pharmacie. Il y en a d'autres sur la botanique aussi, d'ailleurs. Donc ensuite, je vais vous définir la pharmacognosie, puisque effectivement, c'est un mot qui apparaît un peu barbare. Et on voit donc dans la définition qui en est donnée dans le dictionnaire de l'Académie de pharmacie qu'on a une origine grecque pharmakon. Alors pharmakon, c'est un peu compliqué déjà, puisque c'est à la fois la drogue, le venin, le poison, et on va finir sur le médicament. Et gnosis, donc la connaissance. Alors ça avait ce nom de pharmacognosie, c'est imposé dans la deuxième partie du XXe siècle, au milieu du XXe siècle. Et avant, on parlait de matière médicale. Donc la matière médicale, c'est-à-dire tous ces produits qui vont servir pour la thérapeutique. Alors, ça s'intéresse à la fois aux matières végétales, aux matières animales. Au départ, la thérapeutique, c'est aussi le minéral, mais ensuite, avec les spécialisations qui vont se faire, donc ça va se diversifier sur différents types de disciplines pharmaceutiques. On a également inclus donc des produits de fermentation de micro-organismes, d'où on va extraire souvent les antibiotiques, et d'organismes marins. Pour les substances végétales, donc comment ça se passe ? On étudie la botanique, on étudie aussi, puisque c'est la source, donc il faut définir bien précisément la source, et puis on va étudier la composition chimique et les propriétés biologiques, puisqu'on cherche bien entendu des activités. Alors, tout ça se fait avec une maîtrise d'outils analytiques. On a vu dans la présentation de Nicolas, quelques graphes, quelques diagrammes, quelques spectres, et tout ça donc, permet d'étudier la composition chimique. Donc, comme ça, on sait aussi qu'on va étudier différentes parties de plantes, puisque certaines fois l'activité ou le parfum sera donné par la feuille, par la fleur, par l'écorce, donc les différentes parties. Toutes les parties ne portent pas l'activité ou ne sont pas intéressantes, donc on va choisir les parties intéressantes. Les substances, les colorants, donc ici il y a dans cette exposition on a fourni des plantes qui sont des colorants végétales, les colorants, les huiles essentielles, donc les parfums font partie bien sûr des sujets aussi étudiés en pharmacie. Donc sur la diapo suivante, je vais juste dire 2 mots de ce que j'ai fait en thèse. Donc je fais une thèse il y a fort longtemps, et qui portait sur une plante de Côte d'Ivoire à propriété antitumorale qu'on appelle le Strychnos naclagei. Alors donc, pour étudier cette plante, il faut d'abord la récolter. Donc il y a des récoltes qui se sont faites en Côte d'Ivoire, une identification par des botanistes, et puis après tout un travail chimique d'extraction, d'isolement de substances pures et de détermination d'activité biologique. Donc là, c'est une des molécules qui a été isolée, qui s'appelle l'ellipticine, et qui est donc une molécule à propriété antitumorale. Donc pour faire ces thèses, ça dure environ 3 ans et il faut des financements. Et moi, comme j'étais sur des antitumoraux, j'ai été financée par la Ligue contre le cancer. Donc sur la diapo suivante, donc mes activités maintenant, donc c'est de la recherche et l'enseignement. Donc l'enseignement, c'est des cours qui sont pour les étudiants en pharmacie de diverses années, mais des cours aussi pour des scientifiques en master, par exemple, ou en licence. Et puis l'activité recherche, c'est au sein d'une unité mixte CNRS. Et là, donc, j'ai choisi de présenter une plante de Nouvelle-Calédonie,
le Kermanisia elliptica, dans lequel on a trouvé une molécule qui est très jolie. Donc le choix, c'est son esthétique de cette molécule, donc, qui est la spirocarméline, qui est une molécule nouvelle, donc, qui n'avait jamais été isolée auparavant. Donc, et puis, donc, ce qui m'amène ici, c'est le musée François Tilquin. Et on a environ 25 000 échantillons dans ce musée, donc de substances naturelles qui sont utilisées donc, pour la thérapeutique et d'objets. Il y a quelques objets liés à leur production, leur transport par exemple, pour le traitement et leur emploi. Alors quelquefois je vais parler de drogue. La notion de drogue est très particulière pour la pharmacie. C'est la partie de la plante qui est responsable de l'activité. Et ce n'est pas du tout le caractère illicite ou stupéfiante des produits. Donc on a quelquefois des différences de vocabulaire. Tu parlais de vocabulaire. On peut avoir un vocabulaire un peu différent. Pour nous, c'est vraiment la partie qui est intéressante. Il y a donc sur ce musée un intérêt patrimonial, bien entendu, et scientifique, patrimonial, puisque c'est des collections très anciennes, je vais en reparler, et on conserve les échantillons. C'est une illustration de l'histoire des sciences naturelles, de la pharmacie à travers les siècles. Et on continue, c'est une collection qui est vivante, on continue à intégrer des échantillons dans cette collection. Et c'est aussi, c'est comme ça que j'ai rencontré Nicolas, une source de travail pour les scientifiques. Alors ça peut être des sciences humaines ou des spécialistes donc de chimie, de substances naturelles, d'ethnobotanistes, d'archéologues aussi qui viennent étudier nos échantillons. Alors à l'origine, ces collections, c'est le cabinet d'histoire naturelle et la Corporation des pharmaciens de Paris, donc depuis 1763. Les collections vont être attribuées au laboratoire de l'époque, à la Révolution française. Et puis, donc c'est des petites collections, c'est plus pour la formation au départ, et ces collections vont s'enrichir progressivement. Alors avec les expositions universelles, expositions coloniales aussi, des missions scientifiques, donc des pharmaciens parcourent le monde pour récolter des échantillons et les ramener aussi au musée, et puis des échanges avec des universités, des instituts de recherche en France, à l'étranger, et puis quand on accueille des étudiants, donc ensuite ils nous envoient aussi des échantillons. Donc tout ça permet d'avoir cette collection, donc j'ai dit 25 000 échantillons, c'est la plus grosse collection pour l'Europe. Et nos concurrents sont les Chinois, donc qui ont dans les substances naturelles des collections aussi très importantes. Alors, juste un mot pour cette classification, pour voir que c'est un peu compliqué la manière dont c'est classé dans ce musée, puisque la collection historique, celle dont on a déjà parlé, dont a parlé Nicolas, c'est la collection Guibourg, qui réunit plus de 1500 échantillons, avec des produits qui datent du XVIIe, du XVIIIe et de la première moitié du XIXe, puisque Guibourg a exercé ses fonctions à partir de 1832 jusqu'à 1860, donc c'est à ce moment-là qu'il a collectionné. Alors il faut se dire que Guibourg est aussi un collectionneur, donc il accumule les échantillons par rapport à ses prédécesseurs, parce qu'il collectionne. La collection générale, donc à peu près 8000 échantillons, donc qui sont tous présentés dans un ordre de famille botanique, alors avec un référentiel qui est Bentham et Hooker, donc plus personne, je pense, ne connaît maintenant, parce que c'était la classification à la mode, donc en 1882, au moment où la collection était installée dans le musée. Mais voilà, donc on a des référentiels, et nous on n'a pas changé notre référentiel pour l'instant, et on ne changera pas. Et des collections géographiques avec différents domaines et des collections monographiques ou thématiques. Donc je vais reparler ensuite. Donc sur la diapo suivante, on voit justement cette collection Guibourg, donc le portrait de Guibourg que Nicolas a déjà présenté. Donc on voit tous ces échantillons. Alors il va réunir tous les anciens drogués, tout ce qu'il y avait avant. Donc Guibourg a fait quelque chose de très uni.
très beau, très homogène, mais en fait, à l'intérieur, on perd un peu la trace de ce qu'étaient les produits les plus anciens, à quel droguier ça appartenait. Bon, il faut aller fouiller dans les pots. Alors, c'est aussi intéressant parce que ça nous donne à quoi s'intéressait-on à l'époque de Guibourg. Quels étaient les produits qui avaient de l'intérêt pour eux. Et on voit qu'on a une grosse collection de quinquina. Et pourquoi est-ce qu'on a une grosse collection de quinquina? Bon, c'est à partir de l'écorce de quinquina qu'on isole la quinine. Et la quinine, elle est isolée par deux pharmaciens, Pelletier et Caventou, en 1820. Donc, lui, quand il prend ses fonctions en 1832, c'est encore tout proche. Donc, tout le monde s'intéresse au quinquina. Il ne faut pas oublier non plus que c'est la première fois qu'on va trouver un traitement efficace contre une pathologie qui est le paludisme. Et que jusque-là, quand on introduit le quinquina, on traite avec la saignée. Donc sur les fièvres, ça n'avait pas un effet extrêmement important. Donc c'est la première fois qu'on va traiter. Donc le quinquina a beaucoup d'intérêt. Ensuite, donc sur la diapo suivante, oui, c'est simplement donc pour une vue de la collection générale. Sur la diapo suivante, les collections géographiques. Donc j'ai déjà parlé des différentes missions, des échanges, et donc c'est des choses assez intéressantes. Alors évidemment, c'est pas tout le monde entier est dans le musée, mais le monde entier n'est pas représenté tout à fait d'une manière équitable, en particulier donc tout ce qui est les anciennes colonies françaises est beaucoup plus représenté par exemple que les États-Unis. Mais tout le monde est à peu près représenté. Donc Madagascar, donc avec toutes les collections de Boiteau qui a créé le jardin botanique donc à Antananarivo, et puis donc l'Océanie a lancé beaucoup des collaborations avec le CNRS, puisque toujours on continue à incorporer des échantillons qui sont parfaitement identifiés. C'est ça notre problème. C'est-à-dire que si vous voyagez, vous nous rapportez des très beaux échantillons, on va pas malheureusement souvent pas les intégrer dans la collection parce qu'il faut qu'on ait une identification d'un botaniste pour être sûr donc de nos échantillons. Oui, on peut passer sur la fin. Donc, par exemple, donc on a aussi sur l'exposition de Marseille 1906, c'est pour montrer ce qu'on a un petit peu de différent. Il y a eu une reconstitution d'une pharmacie chinoise lors de cette exposition. Donc on a gardé, après cette exposition de Marseille en 1906, tous les petits pots. Donc il y a encore les produits à l'intérieur, donc les petits pots qui étaient présentés lors de cette exposition. Alors les collections, ce qu'on appelle monographiques ou thématiques, on voit différentes représentations. Sur cette première diapositive, on a toute la partie huile essentielle, donc toute la partie qui intéresse donc bien sûr les parfumeurs, puisqu'il y a toute la partie huile essentielle qui figure. On a les encens, la myrrhe, enfin des oléorésines tout à fait intéressantes. Sur celle d'après, on a les produits animaux. Donc on a une poche de musc ici dans l'exposition. Donc cette poche de musc qui est présentée, on voit aussi qu'on peut avoir du castoreum, qu'on peut avoir de la civette, toutes sortes de produits animaux qui sont maintenant qui ne sont plus utilisés donc par les parfumeurs. Mais donc que nous on a comme produit ancien. Et puis vous avez en la dernière représentation, c'est le meuble assez emblématique du musée qu'on appelle la pagode, qui est un héritage de l'exposition de 1889 universelle pour le centenaire de la Révolution. Et donc ce pavillon est arrivé, on ne sait pas trop comment, au musée. Et donc maintenant, on a cette vitrine d'exposition qui est tout à fait majestueuse.
Voilà, donc c'est un musée qui reste un petit peu confidentiel. C'est pas un choix. Enfin, c'est un choix parce qu'on n'est pas assez nombreux pour le faire vivre et pour ouvrir au public. Mais on ouvre donc à l'occasion des Journées du patrimoine et sur rendez-vous assez volontiers et plutôt pour des groupes, petits groupes. Plutôt que des individuels pour le temps que ça nous prend. Mais voilà, donc on est ravis d'ouvrir les portes, on est ravis de le faire découvrir. Et vous avez donc un petit échantillon de quelques pots qu'on a, qui sont mis en valeur ici, dans ce meuble qui est tout à fait adapté, parce qu'on voit qu'on a des grandes vitrines, et on en avait discuté, j'ai dit non, on peut pas faire voyager nos vitrines, et donc c'est parfait, vous avez trouvé un meuble qui met tout à fait en valeur nos collections. Merci. Merci beaucoup, Sylvie. C'est vraiment toujours passionnant. Enfin, j'ai déjà envie d'y retourner, n'est-ce pas, Marie? Et puis, c'est vrai que nous sommes assez fiers de ce meuble, même si on ne va pas rivaliser avec votre pagode. Donc, merci Emmanuel. Enfin, donc, je profite, qui a vraiment trouvé le meuble idéal pour vraiment faire cette installation. Et qui met bien en valeur tous les produits. C'est magnifique. Voilà. Même l'éclairage, tout est beau. Donc, voilà. Bravo. Spécial merci aussi pour l'éclairage, donc pour l'équipe. Et donc, vous allez voir, j'espère, tout à l'heure l'installation. Et vous allez voir aussi dans cette installation que nous avons fait un clin d'œil à tous les artistes présents dans l'exposition. Donc c'est le cas, bien sûr, de Daniel Péchiot, dont je parlais tout à l'heure, qui avait fait notre première visite au musée Tilquin, qui est parfumeur d'origine brésilienne et qui était aussi notre chef d'orchestre olfactif de l'exposition, qui nous a concocté tout un programme qui change toutes les semaines, jusqu'au 1er septembre, donc à partir de sa collaboration avec les maisons d'encens qui produisent de l'encens. Donc il est allé au Japon faire une résidence pour produire ces pièces. Et puis vous verrez aussi dans l'armoire de l'apothicaire dont je parlais tout à l'heure, des éléments qui ont servi à reproduire les enluminures que nous avons placées dans l'armoire, à proximité de l'armoire également, l'indigo ou le curcuma ou la cochenille. Donc Marie-France nous a reproduit les pièces à partir des mêmes éléments que nous pouvons trouver dans la vitrine. Et puis Daniela Bessarello, qui est d'origine brésilienne. Je pense que le Brésil est assez présent d'ailleurs. Oui, on a une belle partie géographique sur le Brésil. Oui, donc vous verrez aussi ces pièces, ces installations, à la fois des pigments qu'elle a échantillonnés dans la forêt atlantique d'où elle est origine, et en même temps elle a prélevé des reliques dont elle parle comme ça, des éléments qu'elle aurait échantillonnés directement dans le parc de l'abbaye de Maubuisson, qui jadis abritait, je pense, un jardin des simples également. Voilà. Et bien sûr, Joly, c'est Fortier. Vous allez trouver plusieurs dimensions en fait de l'emploi de ces ingrédients que nous trouvons dans cette installation Cabinet Curiosité, puisqu'elle nous a aussi créé une œuvre qui parle à la fois, elle a utilisé les ingrédients, n'est-ce pas, qu'elle utilise en parfumerie pour teindre. Je ne vous en dis pas plus, il faut aller voir. Et la transition, c'était pour vous dire que Olivier David donc collabore avec Julie Christine Fortier. Et d'ailleurs, je pense que dans le fascicule, dans le programme, dans l'agenda, l'image que nous avons mis pour le teasing provenait, je crois, de votre collaboration. Donc peut-être nous expliquer. D'une étude qu'on avait faite. Et pardon, donc juste pour introduire, pour présenter rapidement, te présenter, donc Olivier. Donc tu es maître de conférence à l'université Versailles Saint-Quentin en Yvelines. Et je t'ai connu aussi récemment par rapport à ton intervention. Tu es membre du comité scientifique de l'Osmothèque à Versailles. Et puis, tu es responsable du master formulation et évaluation sensorielle. Donc, ça veut dire que tu formes des futurs parfumeurs, si j'ai bien compris. Et puis, tu enseignes donc la chimie autour de molécules odorantes. Voilà, c'est ça. Et puis, j'ai découvert aussi dans ta dernière présentation au musée Tilquin que tu étais aussi collectionneur
des anciens parfums. C'est sur Internet aussi, hein, donc je ne révèle pas. Et voilà. À ce niveau-là de collection, on ne peut plus le masquer, oui. Et donc, tu es aussi passionné, puisque tu nous avais fait la présentation, de l'histoire, de découverte des molécules odorantes et des chimistes, de l'histoire des chimistes eux-mêmes. Voilà, donc j'espère ne pas trop dévier, mais je t'en prie. Merci beaucoup, Soumiko. Alors, je veux également remercier Marie et Emmanuel pour organiser cette table ronde. Et puis, effectivement, pour refaire en quelque sorte une rencontre manquée, puisque j'avais essayé d'organiser, je connaissais plusieurs personnes, mais qui ont pu se rencontrer au musée Tilquin. Et ce jour-là, malheureusement, je n'ai pas pu y aller, comme ça m'arrive de plus en plus souvent. Mais voilà, on peut comme ça être réunis tous les quatre. Il manque quelques personnes, mais on y retournera. Et effectivement, je voulais parler, alors elle n'est pas dans la table ronde puisqu'elle est de l'autre côté de la table avec Julie, puisqu'en fait, en quelque sorte, moi je suis comme Nicolas, on a une formation de chimiste, donc j'ai fait une thèse en chimie assez fondamentale sur ce qu'on appelle la catalyse, mais l'intérêt pour les odeurs a pu rentrer dans ma vie de chimiste grâce à une rencontre qui a été initiée par Jeanne Doré, qui est toujours la rédactrice en chef d'une revue qui s'appelle Nez, et qui nous a présenté en disant il y a une artiste, alors à l'époque, oui, tu étais déjà à Rennes, une artiste québécoise qui vit à Rennes qui pourrait avoir besoin d'un chimiste. Et peut-être si on va voir une chose ici, on s'est rencontrés sur on va pas parler de toute notre histoire en quelque sorte ensemble, d'un dialogue, on pourrait dire, entre une plasticienne et un chimiste. Mais il y a un moment où vraiment, en quelque sorte, la chimie a apporté plus que juste des produits, puisque, a priori, notre métier à nous, c'est de réussir à isoler, identifier et refabriquer des molécules. Après, on peut en créer aussi, mais sur la première diapositive, vous avez ici ce qui fait un peu notre fondement en tant que chimiste, c'est-à-dire on est capable de transformer la matière pour fabriquer ce qu'on a envie. Et là, la molécule qu'on voulait fabriquer, c'est l'androsténol. Alors, on va la sentir. Alors, c'est une molécule qu'on connaît tous et toutes, mais on fait la distribution, qu'on connaît tous et toutes, mais qu'évidemment on ne fait pas son expérience telle que vous allez la faire aujourd'hui, c'est-à-dire toute seule, pure. Elle est pure, mais diluée à 0,01%, parce qu'elle est extrêmement puissante. Notre évolution nous a rendus extrêmement sensibles à cette molécule, donc je vais attendre que vous l'ayez pour commencer à en parler. Et donc, Julie avait en quelque sorte aimé cette molécule, et c'est une molécule qui est très difficile à obtenir. On peut l'avoir commercialement, mais elle est très chère parce que il faut la fabriquer. Et donc, on a eu le financement pour qu'une stagiaire qui s'appelle Clémence puisse fabriquer cet androsténol. Donc, vous avez ici en quelque sorte notre manière d'écrire à nous les transformations d'une molécule. C'est une hormone, donc on prend une hormone qui n'est pas chère du tout, qu'on appelle l'androstérone, et en 2 étapes de transformation chimique, on réussit à faire l'androsténol. Et puis, un petit peu comme c'est le problème dans les odeurs, on ne voit pas notre objet d'étude. Moi, je n'ai jamais vu les molécules que je fabrique, mais on a des appareils qui nous permettent de prouver qu'on a bien fait ce qu'on voulait faire. Et donc là, on a ce qu'on appelle un spectre de résonance magnétique nucléaire, qui nous donne des indices sur la constitution de la molécule, et dans ce cas-là, ça correspond bien à ce qu'on a voulu faire. Donc là, tous ces signaux correspondent à la molécule que vous êtes en train de sentir. On a réussi à en faire plus d'1 demi-gramme, et vu sa puissance, ça veut dire que j'espère que Julie pourra faire des installations avec pendant toute sa carrière, voire la donner à quelqu'un qui pourrait... et donc, cette molécule-là, on pourrait faire un petit sondage. Qu'est-ce que vous sentez avec ça sous le nez? Alors, il se peut qu'il y ait une partie des personnes qui ne sentent rien. C'est génétiquement, a priori, c'est pas programmé, mais il y a à peu près un tiers de la population qui ne sent rien. Est-ce qu'il y a des personnes ici qui vraiment, ça sent rien du tout? Non, rien du tout, mais c'est
c'est normal. C'est vraiment quelque chose qui est intéressant dans le sens où le sens de l'odorat est celui pour lequel très vite, quand on s'y intéresse un petit peu plus que la culture occidentale nous permet de nous y intéresser, en fait on est tous daltoniens et daltoniennes. Et on s'en rend compte très vite parce qu'on peut sentir exactement la même chose et ne pas avoir les mêmes perceptions. C'est pas qu'on a mal appris, c'est juste que notre nez ne sent pas. Alors quand je dis nez, c'est tout le système olfactif. On ne sent pas de la même façon. Et c'est très particulièrement vrai de cette molécule androsténol. En fait, c'est celle qu'on sécrète dans ce qu'on appelle la sueur axillaire, donc dessous de bras, et beaucoup plus chez les hommes que chez les femmes. Mais c'est toujours la même chose. Il y a plus de variations entre 2 hommes et 2 femmes qu'entre la majorité des hommes et la majorité des femmes. Mais en moyenne, les hommes sécrètent plus cet androsténol. Et donc, pour pas mal de gens, ça va rappeler la peau propre de leur compagnon, par exemple. Mais pour une autre partie de la population, ça peut même rappeler l'urine. Ça peut être une odeur qui est vraiment très forte, mais pas très agréable. Et c'est sûrement aussi avec cette molécule-là qu'on détermine un peu nos préférences avec les personnes qu'on fréquente. Et fréquenter, ça veut dire sentir. Donc c'est une molécule que je trouvais extrêmement intéressante, et quand on fait des présentations avec Julie, c'est toujours la première qu'on fait sentir, puisque elle a pour beaucoup d'animaux, notamment chez les cochons et les truies, le caractère d'une phéromone, c'est-à-dire que lorsqu'une truie sécrète cette odeur-là, le cochon ne résiste pas. On n'a pas du tout de réaction stéréotypée, donc ça n'est pas une phéromone pour l'être humain. Et donc, si on peut mettre la diapo suivante, on continue dans le processus, c'est-à-dire que pour purifier cette molécule, on utilise une technique, alors qui n'est pas celle qu'on utilise le plus souvent, mais qui, pour moi, celle qui est la plus belle, parce qu'elle est rapide et très efficace, c'est ce qu'on appelle, nous, une recristallisation. C'est-à-dire qu'on prend la substance, on choisit un solvant, c'est là que c'est difficile, et on la chauffe, et ensuite, en refroidissant, les cristaux vont se former lentement, et ce qui se passe, c'est que les cristaux, donc là c'est de l'androsténol pur, c'est ce que j'ai utilisé ensuite pour la mettre dans la solution qu'on a sentie, et les impuretés restent dans le liquide. Donc c'est la manière la plus simple de purifier un produit. Donc c'est purement technique pour le point de vue du chimiste, mais c'est aussi assez joli. Et donc le jour où ça a marché, j'ai évidemment fait une photo, et cette espèce de satisfaction esthétique et un cerise sur le gâteau pour le chimiste, je l'ai partagé sur Instagram. Et là, Julie, qu'est-ce que c'est que ça? J'en veux, c'est trop beau. Et donc, elle est venue au laboratoire et on a fait des essais pour cristalliser, puisque là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une substance odorante, l'androsténol, qui donc dégage des molécules qu'on est capable de sentir, mais qui a aussi une forme, puisque les cristaux sont vraiment déterminés par la molécule elle-même. Et donc Julie a voulu utiliser ce côté entre le microscopique, qui est la molécule, et ce qu'on peut voir, les cristaux, l'utiliser pour une œuvre. Et donc, je ne vous présenterai pas d'œuvre, puisque ce sont des installations qu'il faut vivre, mais je vous présente là, juste après, ce qui sont en quelque sorte nos essais en laboratoire pour essayer d'exploiter la cristallisation des matières odorantes. Donc là, on a pris par contre des molécules plus facilement utilisées en parfumerie, et qu'on a essayé par différents moyens de faire cristalliser, c'est-à-dire de leur laisser prendre leur forme quand toutes les molécules s'accumulent les unes sur les autres. Alors je me souviens plus bien, mais je pense qu'ici on a du menthol au milieu, et doit y avoir de l'héliotropine qui court autour. Ici on avait fait des essais pour colorer les molécules, puisque là, la molécule, la fleur rouge, c'est un colorant qui est ajusté à la molécule, où il y avait de l'ambrox et du menthol. Et puis ici, vous avez une molécule qui est pas utilisée en parfumerie, mais que Julie est la seule à avoir dans le monde. C'est une molécule qu'on a appelée bois vanille. C'est un brevet qu'un industriel n'a jamais exploité, mais qu'on trouvait intéressant. Donc on la fabrique au laboratoire. Donc ça, c'est ce qu'on a fait ensemble au laboratoire. Et ensuite, en quelque sorte, avec cette technique qu'on a vue tous les deux, Julie a pu se l'approprier et fabriquer, monter des installations qui utilisent cette technique de cristallisation ou de recristallisation, mais cette fois-ci dans un contexte d'exposition.
Donc j'espère que les fleurs seront représentées dans une expo prochaine. Mais c'est pour montrer en quelque sorte qu'on crée un lien entre le laboratoire d'un chimiste et la pensée d'une plasticienne à ce moment-là, quand en quelque sorte on détourne une technique qui est utilisée de manière un peu mécanique chez nous en chimie, mais qui peut d'un seul coup donner lieu à une expression artistique. Alors je ne sais plus ce que j'ai mis après. Je pense que c'est les infusions. Donc la suite, en quelque sorte, ça a été d'utiliser. Alors ça, c'est une technique vénérable. Hein, on n'a absolument rien inventé. C'est les techniques d'extraire les molécules odorantes de notre environnement. Donc les parfumeurs le font avec des fleurs. On a vu la rose, par exemple. Hein, on peut, avec différentes techniques, distillation, extraction, extraire les molécules odorantes. Et on a voulu le faire, nous, sur des produits peut-être plus quotidiens que des fleurs rares qui sont utilisées depuis l'Antiquité en parfumerie. Mais donc là, on avait fait la fleur de châtaignier. Dans pas longtemps, on va avoir la floraison. Est-ce que vous avez tous et toutes en tête l'odeur de la fleur de châtaignier ? Qui serait capable de donner un mot qui décrirait l'odeur de la fleur de châtaignier ? Non, faites attention, si vous avez un châtaignier dans pas longtemps, quand il fleurit, alors ça dure vraiment quelques jours, hein, c'est pas long, mais faites attention à cette odeur-là, ça vous rappellera quelque chose. J'ai pas amené la molécule, mais normalement, on y est tous sensibles. On a fait du chiso que Julie avait ramassé, on a fait de la jacinthe des bois, et puis là pour le coup c'est quand même classique, mais on a fait les jonquilles qui poussent dans notre université. Alors ce qui nous a intéressé le plus en quelque sorte, c'est qu'on a fait des extraits de fans de carottes, on a fait des extraits d'épinards, il y en a un qui est très intéressant qui est la baie de goji. On essaye, voilà, et Julie a incorporé cette technique-là d'infuser des produits qu'on peut trouver autour de soi. Là, ce qui nous intéresse vraiment, c'est ce côté, on est autour du laboratoire et on récolte ces matières-là. Alors, sur la dernière, et c'est ce que je voudrais vous faire sentir, j'ai pris aussi, pour le coup, en retour, cette manie, qui est, dès que j'ai une matière que je trouve intéressante, je la fais tremper dans de l'alcool, donc je fais une infusion, et c'est une technique dans laquelle, a priori, comme les bons vins, plus c'est long, plus c'est bon, et que l'infusion qui est très ancienne peut être intéressante. Donc ce qu'on va vous faire sentir en deuxième, c'est de l'infusion de costus. C'est une matière qui a été utilisée en parfumerie, qui a été interdite malheureusement le costus a des molécules qui sont sensibilisantes pour la peau. Et ça fait le grand malheur des parfumeurs parce qu'ils disaient que ça avait une particularité, c'était de lier les autres notes entre elles dans un parfum. Mais vous allez voir qu'en soi, ça a une odeur déjà assez particulière et intéressante. Alors la première fois que j'ai revu du costus, c'était d'ailleurs au musée Tilquin, puisqu'ils ont évidemment dans leur collection des racines, puisque là en fait ce qu'on utilise c'est la racine de costus. Alors c'est pas dangereux quand on le respire, ne vous inquiétez pas, mais voilà, faut plus le mettre sur la peau malheureusement. Et donc là c'est une photo très récente du laboratoire dans lequel chacun des flacons contient une matière première végétale ou animale, d'ailleurs j'en ai quelques-unes animales, qui permet notamment aux étudiants en fait, d'avoir l'idée de ce que pouvaient sentir des ingrédients, notamment en parfumerie, qui ne sont plus employés. Alors, pour la suite, on va plutôt faire des travaux pratiques, donc je vais lâcher mon micro. Je voulais faire quelque chose qui soit en lien avec le thème de l'exposition, qui est en gros de faire des rapprochements entre ce qui sont les couleurs et les odeurs. Parce qu'évidemment, quand on sent, on est des animaux qui avons plusieurs sens et en général, ils marchent toujours les uns avec les autres. Et on s'était posé la question avec Julie pour un atelier qui était à destination de familles au laboratoire. Et donc, je voulais vous présenter aujourd'hui ce qu'on avait retiré, ce qui nous a amusé le plus, pour des matières qui sont colorées, mais qui sont aussi odorantes, et des matières qui peuvent être colorées. Donc, on va en premier lieu essayer de voir qu'on a des matières odorantes qui n'ont pas de couleur, mais qu'on peut révéler en quelque sorte grâce à un produit tout simple qui est un composé du fer, c'est-à-dire en gros un dérivé de la rouille, qui permet de révéler un produit qui est odorant.
trouver une molécule qui puisse être fluorescente en fouillant dans les matières que les parfumeurs ou parfumeuses emploient. Et là, pour le coup, il y avait cette espèce de petite définition. Si je voulais trouver une molécule qui soit fluorescente, il fallait que je trouve une molécule sur laquelle il y avait ces fameux groupements qui donnent les électrons et groupements qui les prend. Alors, il y en avait plusieurs. Il y a notamment la coumarine qui a aussi ça. Et la coumarine est un peu fluorescente, mais ça donne pas... c'est pas très fort, quoi. Alors que celui-là, ça marche. Donc là, c'est la démarche scientifique, c'est-à-dire qu'on a une idée que, et puis ensuite, on essaye. Vous avez une idée que les fragrances avaient... Ah ben oui, ça j'étais à peu près sûr. Dans la diversité des molécules, il y en aurait au moins une. Une résonance fluorescente. Voilà, ouais. Alors ce que j'aimerais, c'est qu'il y en ait d'autres avec des couleurs un peu différentes. Ça serait quand même pas mal. Sachant que ça va être dur parce que la majorité des molécules fluorescentes, puisqu'on a des sujets de recherche sur la fluorescence au laboratoire, sont des grosses molécules qui ne sont pas volatiles et donc pas odorantes, malheureusement. Alors ce qui est marrant, c'est que pour le coup, ces molécules-là, elles sont colorées, mais elles ne sont pas fluorescentes. Et puis celle-là, je crois qu'elle colore très très peu, mais si vous voulez essayer de mettre un peu de chlorure de fer dessus, on va vérifier la chose. Voilà. Donc là, c'est un peu, en quelque sorte, c'est un peu la démarche qu'on met en route. On a des résultats qu'on pourrait appeler préliminaires. Pour être tout à fait honnête avec vous, je ne vais pas publier ça en tant que chimiste. Ça n'a pas d'intérêt pour la science. Je ne fais pas progresser la connaissance de la chimie avec ça. Par contre, ça m'intéresse dans l'interaction avec Julie, parce que pour le coup, c'est du matériel qu'elle peut utiliser. Après, il faut que ça serve un dessin artistique, c'est-à-dire que voilà, elle est là, elle tourne. C'est qu'en quelque sorte, à partir de là, moi s'arrête ma contribution, puisque Julie, en quelque sorte, elle doit digérer ça. Et il faut que ça serve un propos qu'elle a au préalable. C'est pas juste dire bah tiens c'est joli, oui, mais ça vous voyez, il n'y a pas besoin d'un artiste pour que ce soit joli. Il faut que ça serve un propos. Et donc moi ce qui m'intéresse, c'est de voir en quoi Julie va le transformer. Et en gros, ce qui m'intéresse, c'est la surprise que je vais avoir quand je découvre. Puisque là, moi, je savais qu'elle avait fait un travail sur les matières odorantes qui étaient tinctoriales. Et ce qui est le bonheur pour moi, c'est de pouvoir être dans l'œuvre en plus, puisque là, on est dans l'œuvre. Et peut-être pour finir, parce que on était parti d'une expérience qui est aussi, il y a ça, c'est que quand vous avez la chance de visiter le musée Tilquin, vous êtes dans le musée. C'est-à-dire que vous êtes d'un seul coup immergé dans une atmosphère qui parle à tous vos sens, puisque le premier souvenir, moi j'ai, c'est... Bon, il y a le grincement de la porte quand le musée s'ouvre, et c'est l'odeur qui vous assaillit en quelque sorte, et que vous allez oublier, puisque on va rester plusieurs heures dans le musée, donc évidemment, on la vire, mais c'est vraiment ce côté de vivre une expérience, d'être dans le musée, et il se trouve que je ne suis pas là-dedans, mais on pourrait penser qu'il y a un chakra de l'univers à peu près dans cette zone-là, parce qu'à chaque fois, les gens qui se rencontrent à cet endroit-là, ils ont ce que Sumiko disait, on a l'impression de se connaître depuis longtemps. Alors c'est peut-être parce qu'on est tous attirés par des choses qui se convergent au musée Tilquin, mais c'est une sensation d'être ensemble dans cet endroit qui est très particulier. Voilà. Merci infiniment Olivier. Enfin, surtout que ça résume le propos qu'on avait choisi, in vivo, in situ. Et là, nous avons trouvé des amis, voilà, mais qui par la science, par les connaissances de la science, qui étudient aussi l'invisible. Quand on avait fait l'expérience avec Nicolas, quand j'écoutais, oui, on va étudier les volatiles, et je me disais, mais on ne voit pas, et comment on peut saisir les choses. Et tout de suite, je pense qu'on s'est entendu sur cette question de la place de l'invisible. Et aussi, donc notre exposition s'intitule Sentience, écouter le parfum. À ce moment-là, on avait justement une idée en fait du mot sentience, parce que je profite puisque j'avais une amie, donc Cécile Becker, avec qui on avait développé des projets ensemble une dizaine d'années, pendant longtemps au musée Guimet. Qui m'avait appris le mot sentience, mais qui n'existait pas encore dans le vocabulaire français. Et depuis 2020, donc sentience, je le redécouvre dans le dictionnaire Larousse, et qui signifie pour un être vivant la capacité de ressentir les émotions, ressentir les douleurs, le beau, l'esthétique aussi, et puis cette capacité aussi de se sentir vivant.
Et donc c'était important pour nous, en tout cas. Et en même temps, dans notre joyeuse conversation, j'ai eu la certitude que cette synesthésie, c'est-à-dire de traduire, là on parlait de chromatographie, ou, enfin on voit bien avec le nez, la place de l'intuition, voilà, avec Sylvie aussi, nous avons eu tellement de conversations qu'on a voulu nommer, écouter le parfum de la couleur, bien sûr en hommage à cet art de l'art du kodo, l'art de l'encens au Japon, donc qui est aussi utilisé dans les rituels spirituels. Et puis là, on est dans un lieu aussi cultuel. Donc, écouter le parfum. Mais pour nous, cette synesthésie, cette interaction de sens et de réunir les choses nous semblait très important. Donc, je vois qu'en fait, dans l'enthousiasme de cette expérience, il me semble, je vais voir avec Emmanuel, il me semble que le temps est arrivé, de terminer, de conclure, mais peut-être que vous avez des questions justement à poser à nos invités. Voilà, vous avez, j'imagine, eu très envie de poursuivre ces expériences. Voilà. Mais est-ce que vous souhaiterez poser une ou deux questions? J'ai une question pour Sylvie. Pardon. Les principes actifs, en fait, ils sont... Parce que vous parlez de conservation pendant plusieurs années, de nombreuses années. Donc ça se conserve vraiment, les principes actifs des plantes? Alors tout dépend des principes actifs. C'est-à-dire que déjà la forme sèche, nous on a... Oui, j'ai pas dit, enfin, on n'a que des échantillons secs, donc avec très peu d'eau. Et donc les choses se conservent bien sous cette forme-là. Nous, puisque la collection existe depuis longtemps, donc il a été choisi de les garder à température ambiante. Alors, c'est pas très éclairé, donc c'est plus ou moins à l'abri de la lumière, mais il n'y a pas de précaution particulière. Et on s'aperçoit que beaucoup de choses se conservent. Alors, ce qui se conserve un peu moins bien, c'est les produits très volatiles, parce qu'évidemment, donc on peut en perdre un peu. Et encore, dans le bois de oud, dans l'aquilaria qu'a étudié Nicolas, comme il y a une résine qui emprisonne les molécules très volatiles, finalement, on a retrouvé ces molécules. Donc, peut-être que ça serait parfait si on était à -20 et dans le noir, mais vraiment la conservation, elle est déjà pas mal dans des conditions simplement d'humidité. Alors, on a quand même des ennemis. Ce qui attaque le plus, on a des insectes. Donc, on a des pièges à insectes parce qu'on a quand même des choses. Alors, pourtant, on a des bocaux fermés, tout ça, mais on a quand même toujours des insectes qui arrivent à passer. Voilà, donc c'est nos plus grands ennemis sont les insectes. Pour conclure, je crois qu'il y a une séance de Kodo pour ceux qui se sont inscrits. Et en tout cas, merci à tous de cette belle rencontre en tout cas.